Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Messieurs, dames, bienvenue dans Actu Débat sur la 97.1 à la présentation à l'Iplingoka Dokano. Le fils Actu Débat reçoit pour vous ce matin Rodrigue Aego, directeur de publication par intérim du journal Le Panorama, directeur de la rédaction bien sûr. Il est également correspondant de Radio Canal K au Togo. Il travaille également comme administrateur agent du site d'information La Gazette du Togo.com et également sur le journal papier qui s'appelle La Gazette du Golfe. Eh bien, Rodrigue Aego, bonjour. Bonjour, cher confrère Eli. Bonjour à toute l'équipe de la Gazette du Togo, sans oublier bien sûr le Panorama, bien sûr toute l'équipe de Radio Métropolis, sans oublier tous les confrères journalistes qui se battent tous les jours pour livrer la vraie vérité au peuple togolais. Cette vérité que la Bible reconnaît comme libératrice de tout ce qui est préjudice. La vérité, vous savez, elle est difficile à dire, mais quand vous connaissez la vérité, elle vous affranchit, vous devenez libre, vous devenez léger, vous n'êtes pas lourd, vous n'avez de compte à rendre à personne, vous ne serez obligé d'aller chercher des sous chez quelqu'un pour venir vendre ses mérites sur les ondes des radios. Non, la vérité vous guide et c'est votre seul guide qui vous guide, qui vous amène, qui vous conduit de la lumière vers la lumière. Et donc, chapeau à tous ceux qui disent la vérité et je m'en vais sur ce point dire un sincère bonjour à tous les artistes engagés, que ce soit du Togo, des pays voisins ou dans le monde entier, sans oublier les reggae men. Big up à vous, chers messieurs. Et coucou spécial venant de ma part à Tiken Jaffa Koli. Et sans oublier notre Tiken Jaffa Koli ici au Togo, vous le connaissez, Amen Dja Sissé, les Rasli, les MC sont nombreux. Comment vous l'appelez Eric MC de Black Nigga, ça c'est comme ça que je l'appelle. Vous savez, c'est l'un de ses tout premiers morceaux de Black Nigga. C'est comme ça il s'appelle. Big up à vous tous, messieurs, vous êtes grands. Merci à vous, Rodrigue Aego. Eh bien, Rodrigue, le Togo siège au Togo depuis quelques jours. La 16e rencontre Africa Growth and Opportunity Act, forum bien sûr AGOA, ouvert par le Premier ministre togolais Selam Klassou hier. Cette rencontre donc va permettre à améliorer, à réfléchir sur comment améliorer la qualité des produits africains éligibles à la loi AGOA. Oui, avant d'aller penser à l'amélioration des produits africains éligibles à l'AGOA, je pense qu'il faille premièrement, dans un pays comme le Togo qui accueille cet événement-là, amener par exemple les dignes fils et filles de cette nation qui sont en mesure de fabriquer quelque chose, d'accord, d'aller à une perfection de la chose avant de chercher, n'est-ce pas, à commercialiser la chose. J'ai appris qu'on veut annuler le visa pour l'exportation de textiles. Je me demande quel textile le Togo exporte. Vous savez, à l'époque des Nana Benz, elles allaient en Hollande et elles achetaient les tissus, les pagnes qu'elles venaient vendre ici au pays. Et à l'époque, elles ont réussi à donner une identité au Togo qu'on peut reconnaître comme le pays des Nana Benz. Et vous avez vu des artistes comme King Papa Vimensa qui l'ont chanté, hein, le pays des Nana Benz. Et il y avait des usines comme l'usine textile de Dacha et d'autres usines qui, à base du coton, permettaient aux artisans togolais de fabriquer des tissus d'épargne à l'effigie du Togo et qui étaient commercialisés. On a bradé tous ces biens-là. Ces usines sont devenues aujourd'hui des épaves, d'accord, qui sont là et où logent des reptiles, des araignées, des fourmis, des souris, des rats. Vous voulez parler de l'usine de Dacha. Et nombreuses sont les familles qui sont restées affamées par cette situation-là, la dilapidation des ressources du pays. Et c'est en cela que je dis, AGOA, c'est bon, mais le pays qui accueille l'AGOA, ce visa-là qui est annulé, ça va profiter à qui? On parle des produits qui seront mis sous hors taxe. Quels sont ces produits-là? Ces produits qui seront mis hors taxe. C'est-à-dire des produits agricoles et des produits textiles. Les produits agricoles. Le bol de maïs coûte combien aujourd'hui au Togo?
avant d'exporter un produit, vous vous souvenez, lorsque le Togo était allé à la foire d'exposition ou Milano, quelque chose en Italie, j'avais dit, on avait dit que le Togo allait exporter le maïs, je dis bien, avant d'exporter par exemple un produit vivrier, il faudra qu'en interne les populations mangent à leur faim. Aujourd'hui, le bol de maïs est à combien? Je me souviens bien. Paix à son âme à l'époque du feu général Gnassingbé Eyadema qui avait comme symbole de son parti le maïs. Même si c'était difficile, il faisait tout pour que le prix du maïs ne franchisse pas des limites données. Mais le Togo aujourd'hui est dans une politique d'autosuffisance alimentaire. Autosuffisance alimentaire? Allez voir combien de personnes mangent combien de fois la pâte par jour. Et quelle pâte il s'agit? Il y a des abonnés à ce que nous appelons Monté-Goméo et qui n'en trouvent plus parce que les bonnes femmes ne sont plus capables d'aller faire la farine avec 2, 3 ou 20 bols pour permettre aux meuniers de mettre à côté ce qu'il faut pour nourrir cette frange de la population qui est abonnée à Monté-Goméo ou comme les gens l'appellent à Fokpoé. Tu comprends? Je vous dis aujourd'hui, allez dans les fermes. Oh, actuellement à l'Est Mono, il y a une usine, une société fictive qui a été créée, qui est allée voler les produits vivriers des paysans à l'Est Mono, à hauteur de plus de 23 millions de francs CFA. Et cette société-là, figurez-vous qu'on cherche cette société aujourd'hui, on ne trouve pas plus les traces de cette société-là. Et quelle est la politique agricole? Prenez même le département ministériel qui s'occupe de la promotion de l'agriculture au Togo. Mais on a bureaucratisé les projets, on a dilapidé les fonds, on achète des pick-up hors de prix avec l'argent et on va vendre les engrais aux paysans. Mais dites-moi, quel est ce produit vivrier? Cultivé par qui? Combien de tonnes? Qu'est-ce que la population va consommer et qu'est-ce qui va rester pour être exporté? Ça, c'est la problématique qu'il faut poser aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, AGOA, oui, mais pour le Togo. En quoi cela profite-t-il au Togo? Voilà. Et pour précision, Rodrigue, dans les produits agricoles, on note donc le café, le cacao, le tapioca et tout ce qui est produit qui peut être bien vendable sur le marché américain. Vous savez, aujourd'hui, d'autres nations ont bien compris la politique agricole. Les paysans togolais, on doit les encourager, on doit les féliciter, parce qu'avec leur expérience personnelle, avec leur expérience, leur traduite par leurs ancêtres, leur permettant de lire les saisons, ils arrivent à cultiver. Mais quelle est cette politique étatique-là? Parce que nous avons nos universités qui livrent des experts, des ingénieurs agronomes. Chaque année, il fut une année où on avait envoyé des centaines de Togolais en Israël pour aller s'inspirer des expériences des Israéliens. Vous les avez vus? Est-ce que vous les avez vus? Est-ce que vous les avez vus? Est-ce que vous voyez les traces de ce qu'ils ramènent comme expérience au pays? Non. Et ces pauvres paysans qui, sur la base de leur expérience, arrivent à cultiver, ils font déjà l'effort. Mais quelle est la méthode ou la technique de conservation aujourd'hui? Allez poser la question aux ingénieurs, au ministère de l'Agriculture. Parce que pour pouvoir exporter, il faut d'abord arriver à conserver. Il faut traiter pour conserver sur la période avant d'aller commercialiser à l'extérieur. C'est ce qui permet, n'est-ce pas, de donner une valeur à ce produit ou à ces produits qui vont être exportés. Surtout que les Américains sont très exigeants en matière de qualité. Quand vous prenez le département de l'Ansat, par exemple, qui vient exposer des riz et des maïs charançonnés sur le marché pour que les populations puissent, par exemple, aller manger. Vous payez ces bols de maïs-là, vous en payez 2. Au finish, après le tri, tout ça, après avoir enlevé les charançons, tout ça, vous retrouvez au moins peut-être un bol de maïs. Et c'est ça qu'on veut aller commercialiser, je dis. Donc on se demande si l'Ansat existe encore. Ça existe, l'Ansat existe. Maintenant, ça existe pour qui? C'est la grande question. Ça existe pour qui? Parce que si l'Ansat, l'esprit de création de l'Ansat, c'était d'adopter une politique qui permette de mettre à côté des produits vivriers afin que les populations puissent manger à leur faim. Mais il fut une année où le bol de maïs était caracolé et le prix du bol de maïs caracolait entre 700 et 800. L'année-là, le chef de l'État avait fait don du maïs, des tonnes de maïs au Ghana à côté ici, où le prix à l'époque était caracolé entre 400 et 500 francs CFA après conversion du Syrie en francs CFA. C'est quelle politique? Dites-moi, je veux savoir. Je ne suis pas agronome, je suis analyste et j'analyse.
conformément aux réalités ou aux tristes réalités, si vous voulez plus de précision, que je constate avec amertume sur le terrain. Rodrigue, ce qui étonne certains observateurs, c'est que des milliards sont investis dans cette politique, dans les projets agricoles, notamment on parle de Pniaza, on parle de Paza, on parle de Padad. Tout récemment, la triste nouvelle, c'est cette mauvaise gestion qui a été donc constatée au niveau des fonds de FIDA. Oui, moi je parlerai de gestion catastrophique. C'est calamiteux. Et puis, qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de mettre l'accent sur cette gestion-là et de mettre ça sous les projecteurs? Vous avez souvenance du nom qui règne aujourd'hui dans le fauteuil du FIDA? Il s'appelle Gilbert Fossou-Foubo. Il a été Premier ministre au Togo. Il a démissionné justement parce qu'il a compris qu'il y a des super ministres qui ne rendent compte à personne. Ils sont spécialisés dans le pillage systématique des ressources allouées à des projets qui vont permettre aux populations togolaises de s'épanouir. Et auréolé de ces réalités-là, assis dans le fauteuil du FIDA, il ne va jamais permettre que son pays continue d'être mauvais élève. C'est en cela que vous allez comprendre que dans les recommandations finales faites par le FIDA, sur ces fonds dilapidés là, ils exigent un audit d'abord, l'audit de fond en comble, pour voir s'il y a plus que le fonds abyssal constaté dans la gestion de ces fonds là. Et d'un autre côté, ils recommandent le recrutement par un cabinet externe des agents ou des experts qui vont reprendre en compte le BABA, la base du projet, pour voir si on peut, sur la base d'autres financements, asseoir réellement le projet. On a parlé d'espaces aménagés dans ces projets-là. On n'a jamais aménagé des espaces. Les gens, étant malins, sont allés aménager quelques mètres carrés et ils ont empoché le reste des sous. On a parlé de la mécanisation de l'agriculture, l'achat par exemple des engins lourds, pour éviter aux paysans encore d'aller labourer les champs avec leur force motrice. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté 2 engins ou 3 engins lourds qui ne fonctionnent même plus. Et il y en a un quelque part dans les plateaux, il y a un quelque part dans la moue quelque part, et puis bon, le reste, on se demande où sont passés ces fonds. Donc, aujourd'hui, avant que la Goa ne profite au Togo, il faut que les projets en interne qui sont proposés pour permettre à l'agriculture togolaise de connaître un essor favorable qui permette aux populations de s'épanouir. Bien gérer ces projets-là pour que les Togolais constatent dans le panier de la ménagère les réalités ou la mise en œuvre effective de ces projets. Merci à vous, Rodrigue Aego. Vous interpellez donc le chef de l'État togolais Forest Gnassingbé et son ministre de l'Agriculture, le colonel Agadazi, très critiqué et très controversé aujourd'hui. Le colonel Urokura Agadazi. C'est ça. J'aime quand on prononce tout le nom. Tout le nom. Eh bien, Rodrigue, ce qu'il faut noter, c'est que ces échanges vont permettre donc de définir au niveau de la Goa des normes et des critères à respecter pour maximiser les exportations des pays africains vers les États-Unis. 38 pays africains membres du programme AGOA ont répondu à ce grand rendez-vous d'affaires de Lomé. Et quand on prend un peu les produits, on a au total 6500 produits qui font partie de ce programme qui permet donc aux Africains, bien sûr, dedans? Aux Africains du sud du Sahara, bien sûr, d'exporter leurs produits sur le marché américain. Pour l'instant, le Togo travaille toujours sur ces critères. Sur le produit à proposer ou les produits à proposer. Eh bien, Rodrigue, passons maintenant à l'actualité politique. Vous, Rodrigue, vous étiez donc en tournée en tant que journaliste. Dans le Gouélès Mono, plus précisément. C'est ça, en tournée dans le Gouélès Mono pour donc constater les réalités du terrain. Et est-ce que vous pouvez nous faire un petit mémo de ce que vous avez constaté? Non, rapidement, vous savez, nous avons été sollicités par le Front des Patriotes pour la démocratie de l'honorable Dimo Oré pour la couverture de sa tournée de sensibilisation, d'information, d'échange d'informations, de sensibilisation et de mobilisation des partisans, sympathisants et militants de son parti politique. Nous étions à Oké, dans l'Amou, dans l'Ogou, voilà, dans l'Ogou, pour un meeting où l'honorable
a donné toutes les informations relatives à la vie sociale et politique du Togo à ses militants sympathisants, mais sans savoir que dans ces localités-là, il est difficile d'avoir accès à l'information. L'information est une denrée rare. Voilà, une denrée rare dans ces localités. Je l'ai toujours dit, quand vous quittez Lomé, déjà à partir d'Aditi Kopé, vous n'êtes plus au parfum de l'information. Aujourd'hui, c'est grâce au WhatsApp que les populations de l'intérieur du pays arrivent à s'informer. Malheureusement, dans ces zones-là, il faut demander, j'y étais avec mon confrère et compagnon de tous les jours, Delphine Sapaki, on a cherché le réseau en vain, on ne l'a pas trouvé. On a cherché le réseau en vain, on ne l'a pas trouvé, allez-y comprendre. Et donc, c'était une occasion qui a permis aux populations des villages et localités voisines de venir écouter donc l'honorable Djimo Oré, donner ses informations notamment sur l'économie togolaise, comment l'économie est gérée, comment une grande partie de l'économie est consacrée à alimenter les multinationales, comment la seconde partie est consacrée à bourrer les comptes dans les paradis fiscaux des dirigeants togolais, comment la troisième partie est réservée à la corruption et comment la quatrième partie va au paiement donc, des salaires des fonctionnaires togolais. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas dans le budget togolais en matière de gestion une tranche qui soit consacrée, n'est-ce pas, au développement, malgré tout ce qu'on chante sur les toits et tout, c'est pour ça que vous allez comprendre qu'on pilote certes des projets, mais les populations ne ressentent jamais les retombées de ces projets-là dans leurs assiettes. Donc c'était ça, on a assisté à une foule. Avant d'y aller, on a traversé un premier pont qui a été construit à l'époque coloniale par les Français, et non plutôt les Allemands. Et ce pont-là, c'est un tas de ferraille qui est en train de céder. Je t'assure, si tu n'es pas quelqu'un qui connaît la localité, tu t'amuses à emprunter la voie là, surtout avec la nuit tombée, avec d'abord, il faut voir les pistes, l'état des pistes qui sont carrément impraticables. Vous arrivez, il va falloir des jours de massage avant de vous remettre. Et ce pont est en train de céder. Vous pouvez vous enterrer directement quand vous tombez dans cette trou. Vous avez vu les photos sur les réseaux sociaux. Nous avons posté ces photos-là. Vous allez même voir quelque part où Ildefonse s'étonnait. Il se demandait si ça existe tout. C'est lamentable. Et puis, nous avons été également à Moritan, dans l'Est Mono, où il y a eu la même opération. Et à Moritan, les populations, ils ont fait des doléances. Et le point le plus culminant de leurs doléances, c'est demander à l'honorable de faire des lobbying pour qu'on puisse enlever de la tête de la préfecture de la localité le colonel Kouma Bitenewe, qui serait en train de mener la vie dure aux populations là-bas. Les populations ont carrément dit qu'ils n'en veulent pas. Et il y a eu une forte pluie qui s'est abattue sur la localité, mais dans la pluie, figurez-vous que Djimo Oré, il a réussi avec son aura à maintenir les populations sous pluie battante pour faire passer son message. Et nous avons fini à Kamina, dans son village natal. Vous n'êtes sans savoir qu'à Kamina, il n'y a pas d'électricité. Et j'ai traversé des villages. Cette ville historique du Togo. Ah oui. Et puis figurez-vous que dans l'EPP Kamina, j'ai vu la pierre. Ce n'est pas la première fois que je vais dans cette localité-là, mais la dernière fois, on a été un peu curieux. Figurez-vous que la pierre de l'EPP, la première pierre, a été posée par un certain Antoine Bodjona. Vous le connaissez? Oui, c'est le papa de Pascal Bodjona. Et c'est dans les années 1959-60, il était chef-sire. Chef-sire. À l'époque. À l'époque, dans le Cloto. Voilà. Et n'oubliez pas non plus que dans cette localité-là, il y avait des camps érigés à l'époque par Yacine Beyadema. Et il y a même un domaine dans l'Est Mono là-bas, vers Elavagno, pour le chef de l'État, mais il s'y rendait à base d'hélicoptères. Le pont qui faisait la liaison, ce pont-là, nous, on a échappé belle parce qu'actuellement, il est difficile de quitter l'Est Mono pour venir à Agné, par exemple. Parce qu'il faut passer par le pont. Et ce pont construit par les Français, toujours les Français, toujours à l'époque coloniale. Et ce pont est inondé par le fleuve Ogou qui a débordé. Et ça a couvert, ça s'est étendu sur plus de 200 mètres avec une profondeur pas possible qui rompt donc le pont entre le Togo et l'Est Mono, qu'on qualifie finalement de 6e continent. Parce que pour quitter l'Est Mono et rallier le Togo, il faut passer par le Bénin. Donc, on a découvert beaucoup de choses. C'est assez triste, assez lamentable.
Le réseau, vous le cherchez, vous ne le trouvez pas. L'électricité n'existe pas dans cette localité. S'il y a des latrines publiques là-bas, c'est grâce au plan Togo, ainsi de suite. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire de cette journée-là. Et nous en profitons pour dire beaucoup de courage aux populations de cette localité qui tirent le diable par la queue, ou qui du moins se cherchent le diable, mais ne le trouvent même pas pour tirer sa queue. Eh bien, Rodrigue, essentiellement la question des réformes qui pose bien sûr l'avenir politique du Togo a été abordée. Et sur cette question, les populations en disent quoi? Mais écoutez, aujourd'hui, quand vous prenez les militants sympathisants du Front des Patriotes pour la démocratie, ce qu'ils veulent, c'est une transition politique consensuelle avec toutes les composantes du Togo pour asseoir les bases réelles de la démocratie et revoir la constitution qu'il faut adopter et permettre à notre pays de s'ouvrir sur une 5e république. Parce qu'il est clair, il l'a dit, avec cette Assemblée nationale-là, on ne peut rien avoir de potable. Parce que le parti au pouvoir, avec sa majorité mécanique, est en train de faire passer des lois au desiderata d'un mentor, de quelqu'un qui les a envoyés là-bas. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'honorable Christophe Thiago qui l'a dit. Nous sommes au Parlement pour, n'est-ce pas, soutenir les actions gouvernementales, contrairement à l'essence même de l'existence d'un Parlement qui est appelé à contrôler l'action gouvernementale. Eh bien, Rodrigue, pendant que le FPD donc était en tournée, ou pendant que le FPD cherche donc à convaincre les populations à s'inscrire dans sa proposition d'une transition pour donc asseoir une véritable démocratie au Togo, dans les rues à Lomé, le CAP 2015 est sorti donc le jeudi dernier pour donc appeler les populations à marcher et à réclamer les réformes politiques selon l'esprit de l'APG. Et vous avez été à cette marche? Ah, bien sûr, j'ai couvert cette marche. Et avant de répondre ou avant de me prononcer sur cette marche, j'aimerais dire que aujourd'hui, il n'est pas question qu'un parti politique, qu'un leader de parti politique ou un seul Togolais se dise être capable de sauver le Togo. Une seule personne ne peut pas sauver le Togo. C'est un appel à l'unicité d'action. Prenez ça comme vous voulez, mais je veux être clair, une seule personne ne peut pas sauver le Togo. Et cette façon de se comporter en réclamation d'une quelconque réussite, d'une quelconque action destinée à sauver le Togo est vouée à l'échec. Et j'en appelle donc à un changement de comportement, à tous les niveaux, au niveau de tous les leaders de ces partis politiques. Et cette façon de venir se réclamer la paternité d'une réussite quelconque sur les antennes, je m'inscris en faux contre. Parce que je l'ai dit, le Togo est aujourd'hui comparable à un corps en putréfaction. Et vous savez que dans nos communautés africaines, lorsqu'il y a mort, quelles que soient les divergences, tous les fils, toutes les filles se retrouvent, mettent la main à la pâte, chacun cotise ce qu'il peut pour enterrer le corps là. Idem pour un malade, un parent malade, tous les enfants, qu'ils s'entendent ou pas, ils s'entendent moins pour soigner leur papa, pour soigner leurs parents. C'est ça l'état du Togo aujourd'hui. Donc j'en appelle à la prise de conscience collective de tous les leaders et de tous les partis, de toutes les associations, de tous les mouvements pour s'accouder et sauver le Togo. Il faudra qu'on y arrive d'abord avant de chercher à savoir qui va faire quoi, où, quand, comment, pourquoi. Parlant de cette marche, j'y étais, j'ai vu une foule immense qui... vous avez vu une foule immense? Si, qui s'est ébranlée depuis le rond-point de Gakpoto, de Baie-Gakpoto, qui a longé la ligne jusqu'au tournant vers le marché de Baie. Je parle de ce que j'ai vu. Je ne parle pas de ce que les gens n'ont pas vu, mais en parlent. Je parle de ce que moi j'ai vu. J'ai pris des photos. J'ai des vidéos également que vous pouvez aller sur le site de la Gazette du Togo, lire, découvrir. Voilà un peu. Maintenant, les gens disent qu'on a fait import-export. Oui, on ne va pas quand même demander aux militants sympathisants de marcher depuis leur maison pour arriver au point de ralliement. Depuis un erreur de rencontre. Non, on ne va pas demander aux gens de marcher. Et puis, lorsqu'un parti politique organise, ou des partis politiques se retrouvent pour organiser des activités, il est de bonne loi que les militants quittent les hameaux les plus reculés pour venir expérimenter, n'est-ce pas, ce qui se passe dans la capitale. Parce que toutes les actions se limitent un peu à la capitale. Et donc,
Ils sont arrivés. Aussi est-il que ce ne sont pas des militants d'autres partis débauchés, mais ce sont des militants des partis qui organisent cet événement-là, qui sont arrivés. Donc je m'inscris en faux. Cette façon de se focaliser sur ce que des prétendus import-export, non. Et figurez-vous qu'on n'a jamais donné de l'argent à ces militants-là pour qu'ils arrivent. Personne n'a donné l'argent, n'a distribué de l'argent. Les gens qui arrivaient. Non, ce n'était pas ça. C'est la différence entre ce qui a été fait par CAP 2015 et ce qui se faisait par le pouvoir. Entendre qui veut bien entendre. Eh bien, Rodrigue Aïgo, la marche finie, on annonce encore une autre mobilisation populaire et c'est donc dans le rang du PNP, Parti national panafricain de Tiki Achadam. Et tout d'abord, avant de venir à cette marche annoncée par le PNP et du PNP, parlons un peu de l'impact. Quel pourrait être l'impact de la marche de CAP 2015 sur le contexte actuel, la situation politique actuelle? Non, impact, si les gens étaient sérieux, sincères, ça devrait avoir d'impact. Malheureusement, nous sommes dans un pays où les préoccupations de la population, quel que soit le nombre, ça ne dit rien à personne. Ça ne dit parce que les gens se font à leur tête. Sinon, l'impact, c'est que les gens constatent quand même que nombreux sont les Togolais qui veulent le changement. C'est ça l'impact. Selon moi. Eh bien, je l'annonçais il y a quelques instants, c'est le PNP qui annonce donc une nouvelle marche sur le 19 août prochain. Marche sur le 19 août prochain. Et ceci, selon des informations qui sont sorties dans certains journaux, ce sera donc en collaboration avec le groupe des 6. Bon, ils ne l'ont pas dit formellement, parce que ça a été... on espérait voir ça lorsque le CAP 2015 voulait marcher. On a suivi tous les arguments où le groupe des 6 disait qu'il n'était pas pour une marche. Maintenant, je trouve mal comment ils veulent s'associer à une autre marche. Ça, c'est mon opinion. Mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Le PNP ne va pas faire une démonstration plus que ce qu'il fait déjà. Achadam fait du bon boulot à travers ses meetings hebdomadaires, à travers ses réunions hebdomadaires au niveau de ses différents états-majors, à travers les meetings qu'il nous a habitués depuis, que ce soit à Koué ou que ce soit à Sokoli. Il a tenté à Kara, ça n'a pas marché, on a confisqué ses appareils, un groupe électrogène. Le PNP fait du bon boulot et c'est d'ailleurs ce que nous demandons à tous les partis politiques. Parce que, comme je le dis, c'est sa pierre qu'il apporte à la construction. C'est vrai que les discours diffèrent, puisque à son niveau, il réclame le retour à la Constitution de 92, le vote de la diaspora. Et il demande au même moment à la communauté internationale de demander aux autorités togolaises d'entendre raison ou de rester dans leur coin, laisser les Togolais manifester leur ras-le-bol. Voilà un peu ce dont il s'agit. Donc le 19, nous y serons. Nous sommes en train de voir s'il serait possible qu'on aille à l'intérieur du pays pour voir, ou qu'on circule 2 ou 3 villes, pour voir comment se fera la mobilisation. Et j'en appelle donc à une prise de conscience collective sans trop m'attarder sur le sujet, parce que je le dis bien, tous ces partis qui mobilisent, que ce soit le FPD, CAP 2015 ou le PNP, ils font du bon boulot, que d'autres encore leur emboîtent les pas. Mais je ne voudrais pas que les gens en fassent un objet de division, parce qu'il n'y a pas de division. Moi, je ne lis pas de division. C'est des gens qui se concertent. Écoute, tu es libre si je t'invite à mon mariage de venir. Si tu ne viens pas, ça ne veut pas dire que tu es contre mon mariage. Je dois aussi respecter le fait que toi aussi, tu aies des préoccupations ailleurs ou d'autres prérogatives. C'est cela qu'il faut comprendre aujourd'hui. Le PNP fait son boulot, CAP 2015 fait le sien, le FPD fait le sien, d'autres partis feront les leurs, les mouvements et associations peut-être emboîteront les pas. Écoutez, tout ce qu'il faut aujourd'hui comme remède pour sauver le Togo est bienvenu. Eh bien, l'opposition s'active. Le CAP 2015 donc appelle à des réformes qui répondent à l'esprit de l'APG. Et Tiki Achadam du PNP appelle donc au retour à la Constitution de 1992. Jimo Oré du FPD donc appelle à une transition politique consensuelle. Et pendant ce temps, Awan Nana de la Commission de réflexion sur les réformes politiques est en tournée pour consulter les populations sur cette épineuse question de réforme. Mais j'ai comme l'impression que les gens ne tirent pas des leçons du passé, parce que déjà dans les années 90-91, dans les années 90, il y a eu une telle approche. Le CAR l'a relevé dans son communiqué qui a conduit au bain de sang que nous avons vu avec des morts repêchés dans la lagune de Baie et consorts. Donc aujourd'hui, revenir avec ça, heureusement que ce n'est pas, c'est plutôt une mission qui, selon moi, consiste à aller
formater les mémoires et les préparer à la constitution déjà cousue qui sera forcément passée par le Parlement avec la majorité mécanique et la complicité de l'Union des forces de changement, qui d'ailleurs se désolidarise, permettez que j'aille au bout, qui se désolidarise d'ailleurs de cette façon de faire, si je m'en tiens aux propos des uns et des autres et à certains communiqués. C'est une tournée qui consiste à aller formater, préparer les mémoires, à accepter cette forfaiture-là. Heureusement que même jusque dans les localités considérées comme bastions du pouvoir, les gens disent non. Les gens réclament par endroit la libération de Pachanya Singbe, d'autres réclament la libération d'autres détenus politiques, d'autres quelque part à Mango et Tapaon, on réclame quoi? Cette histoire de faune revient encore sur le tapis, et les auteurs des tueries des enfants, on réclame, ainsi de suite. Donc chaque localité porte ses revendications. Finalement, selon moi, c'est une tournée de collecte des frustrations des populations togolaises. Ah, c'est votre opinion, Rodrigue. Nous allons donc aborder un petit chapitre portant sur le foncier. Le foncier continue toujours pas à diviser les Togolais dans certaines localités. C'est de la guéguerre. Et vous avez un petit dossier à nous fournir ce matin. Ah oui, nous avons fait publié un article à ce propos dans le journal Le Mania Libéré. Vous savez, s'il y a une situation aujourd'hui qui risque d'embraser le Togo tout entier si les autorités n'y prennent garde, c'est bien ce foncier-là. Il est devenu une véritable bombe à retardement dont l'explosion fera forcément mal et engendrera des victimes directes, indirectes et d'autres innombrables dégâts collatéraux. Donc, avec la complicité de certains juges véreux, des autorités supra au-dessus de la loi au Togo, qui poussent d'autres individus à aller exproprier les populations de leurs biens, de leurs terres achetées avec la sueur de leur front. Parce qu'il y a le problème ici concerne un domaine, j'ai pris l'exemple d'un domaine à Atiégou, qui a été payé par un certain monsieur Amedome Kofi Edem à 90 millions de francs CFA chez la collectivité. Et lui, il était en train d'entamer des travaux sur le domaine, et patatras, un certain monsieur Sokebe Dada intervient et qui réclame la paternité de 4 lots dans tout ce domaine d'environ 24 lots achetés par le monsieur à 90 millions. Et donc il n'apporte d'ailleurs aucun document, mais avec la bénédiction ou le soutien de ces hauts perchés-là, il intimide, menace les gens de mort même, il a entamé des travaux sur le terrain. Donc le propriétaire, donc Amedome, a saisi le tribunal qui a d'abord ordonné la cessation des travaux que le monsieur n'a pas respecté. Après, ils ont ordonné la démolition des bâtisses que le monsieur était en train de diriger sur le chantier. Et donc, quand vous savez, au tribunal, quand on vous donne l'ordonnance, vous saisissez un huissier qui va aller exécuter l'ordonnance de justice, ce qui a été fait. Malheureusement, ils sont allés arrêter le monsieur Amedome Kofi qu'ils ont déposé pour 3 mois, et on n'a pas compris. Parce que normalement, c'est pas lui, il ne s'est pas levé de son propre chef pour aller démolir. C'est une ordonnance de justice. Et s'il faille, par exemple, interpeller quelqu'un, il faut d'abord interpeller le juge qui a ordonné et l'huissier qui est allé exécuter. On l'a déposé et après, on a exigé qu'il paye une caution d'environ 60 millions. Il a payé 60 millions, l'huissier a payé 10 millions et on l'a libéré. Mais on libère le monsieur. Le bon sens voudrait quand même qu'on puisse arrêter tous les travaux pour que le litige soit réglé. Quand je parle de régler, c'est que toutes les voies de recours soient épuisées pour que celui qui a gagné soit reconnu par toutes les juridictions avant que quelconque travail ne se fasse sur le domaine. Mais figurez-vous, le monsieur, avec la bénédiction de ces hauts gradés là encore et ces hauts perchés là qui deviennent caution à des bassesses, il poursuit les travaux sur le terrain, personne ne crie. Et imaginez que quelqu'un achète un domaine à 90 millions de francs CFA, que cette personne vienne payer une caution de 60 millions de francs CFA et qu'il ne soit pas propriétaire aujourd'hui, malgré que devant toutes les juridictions, c'est lui qui gagne tous les procès. Il gagne tous les procès. D'abord, le droit de propriété reconnu à la collectivité est donné, délivré par l'autorité compétente. Et quand vous vendez, puisque c'est vous, le propriétaire, vous vendez, celui qui achète devient propriétaire. Comment est-ce qu'on peut reconnaître le droit de propriété à la collectivité? Et donc, droit de propriété reconnu logiquement à celui qui a acheté à une année antérieure, et que finalement, c'est comme une balle de ping-pong. On est en train, je crois que finalement, c'est une volonté délibérée de nuire peut-être au monsieur ou de l'amener à vider toutes ses poches pour que quelqu'un qui n'a jamais travaillé, gagné des sous, vienne profiter du domaine. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Donc aujourd'hui,
Il n'y a pas que là, il y en a partout. Quand vous allez à Adido Gomé, à Yoko et à Blégan, les gens prennent des machettes, les gens se découpent avec des machettes à cause du foncier. Et quand derrière tout ça, vous voyez des juges véreux qui sont là, qui sont devenus bizarrement propriétaires des hectares, des dizaines, centaines de lots. Mais écoutez, où sommes-nous? Il faut arrêter. Est-ce que ce monsieur, son péché, c'est d'avoir déboursé 90 millions pour acheter des domaines? Parce qu'il veut mettre en valeur ces domaines. Peut-être qu'il va y ériger des sociétés pour employer des Togolais. Et figurez-vous que au tribunal, dans les premiers temps, celui-là qui vient se réclamer la propriété du terrain, il n'était détenteur d'aucun document. Mais récemment, on apprend qu'il serait aujourd'hui détenteur d'un plan 3 tampons. Fabriqué par qui? Délivré par qui? À quelle date? Donc, c'est un peu comme cette maison de métropolis que quelqu'un a achetée dans les années 70 et aujourd'hui quelqu'un vient exhiber des pièces établies en 92 ou en 2000 ou en 2017 encore pour dire c'est ma maison. Mais Rodrigue, il y a quelques mois, on organisait au Togo le Forum national sur le foncier pour traiter de la question. Oui. Qui organise le forum? C'est l'État togolais. C'est l'État togolais. Et l'État ne dit pas le droit. Du moment où l'État ne dit pas le droit, mais est-ce que vous connaissez le nombre de maisons dans vos environs ici qui appartiennent à des gens qui ne peuvent même pas réclamer, lever le petit doigt pour dire que c'est ma maison? Pour des raisons politiques. Voilà. Donc, la haine, l'injustice, la volonté délibérée de nuire, c'est ça qui encourage ça. Et puis aujourd'hui, figurez-vous que c'est devenu une profession carrément. Hein. Les gens sont devenus experts dans ces doubles, triples, quadruples ventes. Mais le juge Gamato a dit que désormais, les juges là, les magistrats qui se laisseront donc, qui vont encore continuer dans cette basse besogne seront donc arrêtés, seront traduits devant des juridictions, devant des tribunaux qui les concernent. Le temps n'est plus au grand mot ni au grand discours. Il faut des actes concrets. Nous voulons bien voir. Il a souligné d'ailleurs qu'il y a des juges qui ont été... Dans les pays, vous savez, au Ghana à côté ici, lorsqu'il s'est agi de cette affaire de corruption, où le président à l'époque Mahama était aux États-Unis à un forum, depuis là, il a ordonné à ce que ces juges concernés, et comment vous les appelez, ces hommes de droit concernés, soient mis d'abord aux arrêts, qu'on fasse des investigations. Quand on a fait des investigations, c'est avéré, c'est publiquement, on a communiqué sur leurs sanctions. Quel juge a été sanctionné par qui, quand, pourquoi? Qu'on le sache. Parce que c'est ce faisant qui permet de démotiver ces zélés-là, ces véreux-là. Il y a je vous dis, le temps pour vous de vous rendre compte que c'est le même juge qui vous dit d'aller faire, qui est derrière le même dossier qui vous nuit. C'est pour ça que je dis que aujourd'hui, tout ce dont nous parlons, vous savez combien d'années il faut travailler au Togo à 35 000 comme SMIC pour avoir 90 millions? Ça fait combien d'années vous avez fait le calcul? Faites le calcul, divisez 90 millions par 35 000. Vous verrez, vous allez mourir sans l'avoir. Donc si quelqu'un a pu rassembler ses fonds, il est allé acheter son domaine. Le b.a.-ba du droit, nous n'avons pas fait le droit. Le b.a.-ba du droit, est-ce que la collectivité est propriétaire du domaine? Oui. Est-ce que la collectivité l'a vendu à Sieur, à Medom et Kofi Edem? Oui. Maintenant, celui qui vient réclamer, il l'a acheté chez qui? Chez un jeune qui n'a même pas l'âge du domaine. Vous comprenez? Un jeune qui n'a même pas l'âge du domaine. Je me demande quel âge il avait lorsque Amedome Kofi achetait le domaine. Donc, c'est des frustrations énormes qu'il faut arrêter. Vous pensez que ce sera facile à quelqu'un de croiser les bras et voir son domaine de 90 millions? Quelqu'un va venir construire dedans et puis commencer par l'habiter? Non. Elie, donc, nous lançons un appel à l'État togolais que nous sommes, aux décideurs, à ces hauts gradés qui restent derrière les basses besognes, de cesser. Personne ne va partir avec rien. Vous pouvez habiter au 32e étage de l'hôtel Radisson Blu. Quand vous serez mort, vous serez planté sous terre. Vous n'allez même pas pousser. Vous n'allez pas pousser. Et combien de mètres? Allez-y voir. Le cercueil, ça fait combien? Quelle est sa dimension? C'est ça pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Donc, on n'a qu'à arrêter. Donnons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui lui appartient. Nous allons ensemble construire notre pays dans l'apaisement.
Eh bien, Rodrigue, revenons un peu à l'actualité politique. Vous avez souligné tout à l'heure, vous avez parlé du communiqué du CAR, du Comité d'action pour le renouveau, où Maître Yahouvi Agboibo, qui a signé ce communiqué, parle d'un paravent par rapport à cette commission Awanana qui est en tournée pour Maître Yahouvi Agboibo. C'est une façon, une nouvelle façon pour le régime de ne pas vouloir faire les réformes selon l'esprit de l'APG. Et en réponse à ce communiqué, Abbas Kabwa, ici sur nos ondes, demande à ce que Maître Yahouvi Agboibo soit audité d'ailleurs sur sa feuille de route quand il était encore Premier ministre. Vous savez, j'aurais aimé qu'en tant que leader politique ou leader d'opinion, qu'on dissocie l'État de l'individu. Vous comprenez? Qu'on dissocie l'État de l'individu. Qu'on ne dit tout pas à Agboibo, ça n'a rien à voir avec la question des réformes. Puisque certains disent qu'il avait la feuille de route pour faire les réformes et pour appliquer tout ce qui a été contenu, tout ce que contient l'APG. Mais le seul point qui est resté sans être opéré, c'est le point qui concerne, donc c'est celui des réformes politiques. Et qu'il l'aurait fait exprès. Vous savez, c'est aujourd'hui que les gens tiennent ce discours. La réalité à laquelle je m'en tiens me dit qu'il n'y a pas encore les réformes au Togo. Qu'on nous dit Agboibo ou pas, ce n'est pas le problème. Mais tel que le CAR le souligne, c'est effectivement une façon de refuser de faire les réformes dans l'esprit de l'accord politique global. Pourquoi organiser une tournée lorsque tous les acteurs en 2006 ont compris qu'ils nécessitent des réformes? Vous voulez aller interroger les populations pour leur demander de faire quoi? C'est plutôt une campagne d'avoir leurs avis. Non, non. Avoir l'avis, il y a un seul moyen reconnu par la constitution togolaise pour recueillir l'avis de la population, c'est le référendum. Et aujourd'hui, tout le monde sait que dans le contexte actuel, on ne peut organiser aucune élection dont les résultats ne soient contestés. Non, je ne veux pas aller à la contestation. Ne soit une traduction de la volonté de quelqu'un que les gens protègent ou que les gens soutiennent dans leurs approches. Et donc, on ne peut pas parler logiquement de référendum au Togo. Bizarrement, c'est pour ça qu'on prépare les gens. On veut recueillir, Mais Afrobaromètre a déjà, avec ses fonds, allé interroger les populations, le peuple togolais. Ce n'est pas les résultats. Mais souvenez-vous que le chef de l'État s'est appuyé sur des résultats d'une enquête d'Afrobaromètre dans l'un de ses discours. Afrobaromètre dit plus de 89% des Togolais veulent les réformes, le changement. L'alternance. On va encore interroger qui? Et bizarrement, vous avez le retour. Tout ce qui se passe. C'est pour ça que j'apprécie un journal, je crois c'est La Fraternité, qui demande à ce que le rapport que le HCROUN va livrer soit la traduction réelle de ce qui se passe sur le terrain. Parce que les populations n'en veulent pas. De ce que les gens ont dit. Oui, les populations n'en veulent pas. Ils extériorisent plutôt leur frustration. Ce qu'ils veulent. Ils veulent tous le changement. C'est un saupoudrage. C'est un saupoudrage. Souvenez-vous, dans les recommandations de la CVG, la CVJR a dit que les réformes constituent un pan fondamental qui va booster, n'est-ce pas, la réconciliation. C'est très important. C'est très important. Ça, c'est plutôt aller en villégiature, aller en promenade de santé, aller en tourisme pour dilapider des fonds du Togo. Au moment où nous crions tous les jours que l'hôpital Sylvanus Olympio a besoin d'un scanner. Les gens en meurent. Allez voir les salles d'urgence du CHU Sylvanus Olympio. Il y a une seule salle d'urgence. Nous en avons fait un petit film documentaire sur le site Gazette du Togo où on opère les plaies, on lave les plaies, on opère les fractures et les gens contractent là des bactéries qui aggravent leur situation. Il y en a qui se font amputer, il y en a qui en meurent.
Et dans ça, on va aller sacrifier nos milliards, les gens vont aller dormir dans les hôtels, et je ne sais quoi, manger allègrement et circuler, pavaner dans les rues pour dire qu'ils recueillent quel point de vue de quelle population. Le peuple togolais meurt de faim. Il n'y a pas mille moyens pour l'exprimer. Si hier, le chef de l'État a reconnu les résultats d'Afrobaromètre dans un domaine donné, aujourd'hui qu'ils reconnaissent que selon Afrobaromètre, plus de 90% des Togolais veulent le changement. Et le changement, l'alternance, c'est quoi? C'est que le parti au pouvoir quitte le pouvoir pour laisser quelqu'un d'autre aussi venir faire ce qu'il peut. Le Togo sera le grand gagnant. C'est tout ce qu'on veut aujourd'hui. Et ça ne se décide pas, ça ne se décide pas de façon unilatérale, c'est le peuple qui... C'est le peuple. Seulement, nous avons un mécanisme, un dispositif qui ne proclame pas la volonté du peuple. C'est vous qui le dites. Oh, c'est pas moi qui le dis. CAP 2015, vous l'avez suivi? Au lendemain de la proclamation des résultats. D'abord, c'est quel résultat? Vous avez vu, on a voté récemment au Ghana, vous avez vu comment on a proclamé les résultats avec élégance. On a voté au Bénin, vous avez vu comment on a proclamé les résultats avec élégance. Les résultats dont les chiffres ne tombent même pas à 100% jusqu'à ce jour. Avec une triste scène dont les images sont vivaces encore dans les esprits qui circulent sur la toile. Vous appelez ça proclamer les résultats d'une élection présidentielle dans un pays? Chers confrères, nous sommes encore trop loin de la barre. Et ça n'honore personne. Ça n'honore personne. Sinon, le chef de l'État ne peut pas reconnaître qu'une minorité s'accapare des ressources du pays et il n'a pas encore attrapé une seule personne. On a débarqué un ministre en plein midi pour malversation financière. On le retrouve conseiller. On renvoie quelqu'un midi pour insuffisance de résultats. Demain, vous le retrouvez dans le lot des intellectuels. Et puis, les intellectuels, ces intellectuels dont on parle. Quand j'entends parler d'intellectuels dans d'autres pays, je suis très content. Très content parce qu'ils sont dignes qu'on les appelle des intellectuels. C'est des penseurs. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui pense la vérité, pas le mensonge. Ici, ils apportent leur contribution. Quel genre de contribution? Est-ce que vous êtes content des messieurs? Quand on prend par exemple le professeur Dodi Kokoroko, ses compétences sont au mérite du travail qu'il fait. J'en viens. Prenez l'ancien premier ministre Atem Kwesi Seliabodi Ahoumézou. Je l'ai dit, dans son programme, il y a l'un des piliers où il prenait l'engagement d'opérer les réformes. Il est aujourd'hui intellectuel. Ça voudra dire qu'hier, il n'était pas intellectuel lorsqu'il n'avait pas pu faire les réformes. Et c'est aujourd'hui qu'il est devenu intellectuel. Non, appelons chat chat, appelons chien chien. Appelons les choses par leur nom. Comment pouvez-vous comprendre que des messieurs qui tiennent la craie, qui enseignent à l'université le droit, qui reviennent faire entorse au droit, qu'on les appelle intellectuels? En quoi, par exemple? Puisqu'il ne donne qu'un avis. Vous savez comment on appelle l'université? Le temple du savoir. Et tous ces intellectuels qui font obstruction aux pensionnaires du temple du savoir, à mon avis, ne sont pas dignes d'être appelés intellectuels. Vous savez, il y a d'éminents professeurs au Bénin, des intellectuels au Bénin, qui ont travaillé sur la volonté exprimée par Patrice Talon de revoir la Constitution. Vous avez vu les conclusions? C'est passé dans les mécanismes, dans le dispositif normal. Et la volonté du peuple, ou la voix du peuple, qu'est le Parlement, a dit non. Tout le monde a respecté, le chef de l'État a respecté. Et au Parlement, là-bas au Bénin, la majorité, à l'époque de Yahi Boni, la majorité, c'était le parti au pouvoir. Mais figurez-vous qu'à l'élection, c'est l'opposition qui a été élue pour présider l'Assemblée nationale. Les preuves ne sont pas loin de nous. Mais prenez notre Parlement. Comment pouvez-vous comprendre que sur la loi de la communalisation, on a mis en place un comité dit de suivi. Non, un comité dit de suivi. Et que les gens se soient mis devant le fait accompli en plénière lorsqu'on introduit ce découpage unilatéral là. Sur 80 de membres, l'opposition n'a que 8 voix dans ce comité de suivi. S'il faille voter par exemple, qui va gagner? Surtout que nous savons que les gens sont là au Parlement pour soutenir l'action du gouvernement. Ils ne sont habitués qu'à dire oui, président. Ils ne peuvent même pas
Vous savez ce qui m'a étonné la dernière fois? Allez-y très rapidement. On demandait à l'honorable Dimoré, mais comment se fait-il que ce pont soit dans cet état, dans ce danger permanent, et que vous n'ayez jamais parlé de ça au Parlement? Il dit, mais ça fait longtemps que j'ai posé le sujet au Parlement. Et comme, mais les gens prennent leur pick-up pour passer sur ce pont. Mais comme on ne leur a pas encore dit de dire oui, on va réfectionner le pont, ils sont incapables de dire c'est un pont dangereux. Même si c'est un danger pour leur propre vie, puisqu'ils passent par là. On ne leur a pas dit de dire oui, il faut réparer ce pont. Donc ils sont là. Ils attendent qu'on leur dise oui. Attention, c'est pour ça que j'épouse les propos de Dimoré qui dit qu'avec ce Parlement, on n'aura rien pour le peuple. Tout ce qu'on aura, ce sera pour quelqu'un. Merci à vous, Rodrigue Aego. Merci d'avoir accepté de débattre de ces sujets qui animent l'actualité politique avec nous ici sur la Super Radio Métropolis Lomé. Merci, chers confrères, pour la confiance que vous nous faites. Et sachez que selon les lignes de la Bible, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous sommes pour la vérité. À vivre ou à mourir, c'est la vérité. Aussi est-il que c'est la vérité. Et nous sommes prêts de proclamer cette vérité partout où besoin sera. Merci, merci également. Au péril de notre vie, si vous voulez. Merci également à vous tous qui nous avez suivis ici à Lomé et partout ailleurs. Merci à Rapid Degbe et à Vicente Sokpa pour l'assistance technique au micro. Et Liklungoka Dokanu, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.